Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est la dernière fois que tu entends ce bonjour probablement, c'est le dernier épisode que je publie sur cette chaîne. Alors pas de panique, si tu aimes me suivre, je vais pas m'arrêter de créer du contenu, simplement je vais le faire sur une forme différente, ça va être totalement nouveau, quelque chose que j'ai jamais fait avant de cette façon-là. Et j'ai envie de revenir un petit peu aux sources, donc je t'en parlerai à la fin de cet épisode. Je t'expliquerai tout, je t'expliquerai pourquoi j'ai décidé de changer et où est-ce qu'il faut me suivre si tu veux continuer à me suivre, mais ce sera plus sur cette chaîne-là. Alors, juste avant, j'ai fait un dernier épisode là qui est une FAQ, donc je réponds aux questions du répondeur. J'ai reçu des super questions pour terminer, donc je suis content. Et on va commencer tout de suite par une première question de Maxence. Salut Antoine, c'est Maxence. Voilà, j'ai une autre question. Tu m'avais déjà répondu à une question précédemment sur YouTube, du coup, merci en tout cas de ta réponse, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, ma nouvelle question c'est, voilà, je suis dans le milieu du dessin et j'ai envie de faire, je suis en train de faire une BD et je me suis demandé si c'était une valeur que tu apportes aux autres de faire une BD, tout simplement. Voilà, et j'ai une autre question, c'est dans le dessin justement, c'est en général un art qui prend du temps et je peux pas me permettre de sortir, je sais pas, un produit toutes les 2 semaines, tous les mois. Est-ce que c'est dramatique ou est-ce que c'est pas grave si justement ça prend plus de temps que faire une formation comme tu le fais? Voilà, merci pour ta réponse. Salut. Salut Maxence. Alors, ta réponse, je pense que j'ai déjà répondu parce qu'on me pose toujours la question dans 2 thématiques. Généralement, c'est la musique ou le sport. C'est des choses qui sont, on le sait, c'est difficile de percer. C'est difficile de percer dans la BD et d'en faire son revenu principal. Exactement comme c'est difficile de percer dans la musique et d'en faire son revenu principal uniquement en étant dans la création, uniquement en étant dans la pure création artistique. Donc j'ai pas envie de te casser tes rêves. Si t'as envie de faire une BD, fais une BD, tu vois. Si ça te plaît, si t'as envie de le faire, fais-le. Mais ne le fais pas comme plan de business viable. C'est pas un business viable, c'est un business qui est difficile. Il y a très peu de gens qui réussissent pour le nombre de gens qui se lancent et qui ont l'espoir d'en réussir. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut simplement dire que si toi tu cherches un business viable et à moyen voire à court terme, essaye autre chose. Alors la meilleure chose que moi je peux te conseiller si tu as cette passion et cette compétence pour la BD, c'est de l'enseigner, c'est d'enseigner la BD exactement comme la façon la plus simple de vivre de sa musique. C'est pas d'en faire, c'est de l'enseigner, c'est trouver un moyen créatif d'enseigner la musique. Et c'est à ça que peut être utile Internet, c'est à ça que peut être utile les réseaux sociaux, c'est à ça que peut être utile YouTube. YouTube c'est la meilleure, avant d'être un truc de gag et de clash et de néo-fascisme et je ne sais quelle connerie, à la base YouTube c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est la meilleure plateforme pédagogique qui existe. T'as des centaines de milliers de vidéos, des millions de vidéos qui t'enseignent des tas de choses différentes, avec des mecs qui peuvent te montrer exactement comment ils font, c'est gratuit, tu peux trouver tout un tas de pédagogues différents, de gens qui vont principalement matcher avec ta façon d'apprendre. C'est incroyable pour ça YouTube, et pour moi c'est criminel d'utiliser YouTube sans passer par là, sans utiliser justement cette fonction-là. Et toi tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Si aujourd'hui t'es passionné par la BD, si aujourd'hui t'es passionné par le dessin, peut-être que tu peux l'enseigner. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça sur YouTube. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a jamais assez, tu vois. Donc tu peux prendre ta place, trouver un moyen différent de faire les choses, trouver une méthode pédagogique qui te convient bien, et puis grâce à ça, ensuite vendre des formations, créer des produits de manière beaucoup plus régulière que tu pourrais lancer en effet, comme tu dis, de nouvelles BD. Et puis, je sais pas, si ça marche, tu vois, et que ça te permet d'en vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas pouvoir passer tes journées, ton temps à faire ça, à faire de la BD, à faire ta passion. Donc tu auras beaucoup plus de temps pour te concentrer sur ton projet qui est de faire une BD à succès. Et peut-être que tu vas augmenter tes chances de réussite. Bref, moi je crois beaucoup à l'enseignement, ne serait-ce que pour apprendre. Il n'y a aucune façon plus efficace d'apprendre et de retenir les choses que de l'enseigner soi-même. Donc c'est ça évidemment que je peux te conseiller, c'est mon business model. Maintenant si tu veux vivre simplement de ton art, tu peux toujours essayer. Qui je suis pour te casser ton rêve? Je suis personne, donc fais-le, essaye et puis on verra bien. Ensuite j'ai une question de Clotilde. Bonjour Antoine, c'est Clotilde et je me demandais comment tu faisais pour ne pas te laisser perturber par le nombre de vues ou par les commentaires suite à une vidéo que tu postes ou un podcast. Voilà, continue à faire ce que tu fais, j'aime beaucoup écouter tes podcasts et puis je trouve ça vraiment passionnant. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Alors beaucoup de gens qui se lancent sur YouTube ont un problème qui est simple, c'est que ça fonctionne bien, leur audience les kiffe et ils ont que des commentaires super positifs, il y a que des gens qui les encensent et c'est un gros problème déjà parce que ça te donne une image de toi-même qui est un peu faussée parce que c'est simplement le personnage que tu as créé, que les gens aiment, c'est pas vraiment toi. Et on voit beaucoup de youtubeurs d'ailleurs qui font des vidéos pour expliquer que voilà, comme Casey Neistat récemment, tu vois, l'a fait en rebondissant sur l'interview d'Elon Musk sur les réseaux sociaux en expliquant que voilà, le personnage qu'ils montrent dans leur vlog, c'était juste un personnage, c'était rien d'autre qu'un personnage et les gens devaient pas vraiment s'attacher à ce personnage-là. Il y a d'autres gens qui ont un problème différent, tu vois, il y a d'autres gens qui vont se faire insulter par exemple sur YouTube. Je pense à notamment tous les gens qui vont vendre des produits et j'en fais partie, tu vois, qui vont avoir envie de monter un business, qui vont être un peu ambitieux finalement avec leur chaîne et qui vont tout de suite se faire casser leurs rêves par des espèces de mélanchonistes frustrés qui vont juste leur taper sur les couilles parce qu'ils sont pas capables de faire la même chose. Donc ça arrive, tu peux rien y faire et le seul conseil que je peux donner, moi je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'évidemment que je suis perturbé par ça, bien sûr, et ça c'est logique, plus tu fais de vidéos, plus tu fais de contenu, moins t'es sensible à ce genre de choses. Aujourd'hui ça me fait plus rigoler qu'autre chose, ce genre de commentaires, mais je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'évidemment que je suis sensible à ça, je veux dire on n'est pas fait en tant qu'être humain pour s'en prendre plein la gueule 40 fois par jour, tu vois, quand on rencontre des gens en vrai, on est courtois, on est poli, on a cet instinct de survie qui nous force à pas nous mettre sur la gueule dès qu'on se croise. Sur internet c'est inhibé par le principe de l'anonymat, donc évidemment on n'est pas fait pour subir ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait une dépression nerveuse à cause de ça. Moi je suis comme tout le monde et la seule solution que j'ai trouvée c'est d'être toujours dans le futur, c'est-à-dire de créer beaucoup de contenu. Le problème avec beaucoup de youtubeurs, et j'ai connu ça aussi, c'est que tu fais une vidéo, t'as donné tout pour cette vidéo, t'es hyper content et tout, tu la publies et là pendant les 3 jours suivants qu'est-ce que tu fais? Bah tu te masturbes devant les stats, c'est-à-dire que tu regardes combien de vues a fait ta vidéo, si elle a été partagée par je sais pas qui sont les gens qui ont commenté, qu'est-ce qu'ils ont mis, etc. Tu vas aller sur Twitter, tu vas retweeter les gens qui te font des compliments et tout, tu vas plus te sentir pissé et au final tu vas juste perdre du temps à faire quelque chose qui sert à rien, c'est-à-dire à regarder tes stats et à te dire je suis le meilleur, je suis trop cool. Donc l'idée, ou alors l'inverse, c'est-à-dire à regarder les commentaires de haine et à dire putain je suis une merde, comment je vais faire, mon business est fini et tout. Au lieu de faire ça, simplement quand tu sors ta vidéo, moi j'ai un principe, c'est quand je sors une vidéo, je suis déjà sur la vidéo suivante, ou sur le podcast suivant, ou sur le contenu suivant. C'est-à-dire que le podcast, je programme toujours pour le lendemain. Je sors pas le programme le jour même, le podcast le jour même. Je fais un podcast, je le programme pour le lendemain. Ce qui me permet le lendemain de pas avoir à m'occuper de ce podcast-là, parce que le lendemain j'ai du boulot, tu vois, je fais en sorte d'avoir du boulot tous les jours, et le lendemain je prépare le podcast du surlendemain. Donc, l'objectif c'est que tu sois pas en train toujours de trop tourner sur le passé, parce que je pense que c'est ça qui nous perturbe tant, mais de te concentrer sur le futur. Un peu, moi j'aime bien la métaphore du boulanger qui se lève à 3h du matin pour faire le pain. Tu vois, il est pas là, le boulanger il est en cuisine en train de, je sais pas comment ça s'appelle, en train de pétrir le pain. Il est pas avec les clients, tu vois, il est pas là en train de discuter avec les clients pour savoir si le pain est bon. Lui, il est juste là en train de faire le pain du lendemain. C'est ça son obsession, c'est de fournir, c'est de délivrer, tu vois. Donc tu peux te donner simplement cet objectif de dire OK, une fois que c'est délivré, c'est fini. Je m'en occupe plus, c'est plus de mon ressort, tu vois, c'est plus à moi, c'est bon, c'est lancé, je peux rien y faire, j'ai plus de contrôle dessus. Donc une fois que moi j'ai délivré, sur quoi est-ce que je me concentre? Sur délivrer le produit suivant. Et c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on arrive à avancer sans se retourner, sans être obsédé par les commentaires, tout ça. Mais bien sûr, jamais tu pourras complètement t'en débarrasser. C'est un truc, on est humain. Voilà, on est humain et ça changera pas. Et c'est un des gros problèmes sûrement qu'il y a avec les réseaux sociaux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis passé au podcast, parce que le podcast c'est plus simple, il y a moins de haine, il y a moins de clash, il y a moins de, tu vois, parce que les haineux ils aiment pas écouter. Tout ce qu'ils veulent c'est des images, c'est des trucs qui clignotent, c'est des trucs bien faciles à regarder. Dès qu'il faut se casser un peu la tête pour écouter un truc pendant 20 ou 25 minutes, les mecs ils décrochent. Donc de toute façon ils partent naturellement. C'est comme faire des articles, tu commences à faire des articles à l'écrit, des articles de blog, tu vas avoir beaucoup moins de haineux parce que les haineux savent pas lire et ils aiment pas lire. Donc c'est plus simple, tu vois. Fais du contenu qui est un petit peu plus exigeant et naturellement les abrutis qui ont rien à dire et qui ont rien dans la cervelle, ils vont pas te suivre là-dessus, tu vois, donc il y a pas de problème. Ensuite, une question de Léo. Salut Antoine, c'est Léo. Donc d'abord, je te remercie d'avoir répondu à ma question la semaine dernière dans le podcast. Ça m'a beaucoup aidé. J'avais une nouvelle question cette semaine qui pourrait intéresser pas mal de monde. C'est, est-ce que tu penses qu'en 2018, en 2019 ou en 2020, peu importe, est-ce que tu penses que c'est possible de se lancer dans des thématiques ultra concurrentielles? Je pense notamment aux thématiques du bien-être, de la musculation, du développement personnel, toutes ces thématiques-là. Est-ce que tu penses que c'est encore possible en 2018 ou même dans les années à venir de se faire une place dans ces thématiques hyper concurrentielles? Bonjour Léo, est-ce qu'on peut toujours se lancer dans des thématiques hyper concurrentielles? Oui.
À plusieurs conditions. La première condition, c'est d'être différent. La deuxième condition, c'est d'être meilleur. C'est-à-dire que soit t'es vraiment meilleur que les autres, ce qui est quand même pas facile parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, soit t'es radicalement différent, ce qui est plus simple. Il y a 2 façons pour moi d'être vraiment différent. C'est d'abord de prendre un angle différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver une façon originale de faire les choses. Moi je me souviens par exemple d'un compte Instagram qui s'appelait The Yellow Plate et c'était un compte Instagram de bouffe, hein, tu vois, de bouffe sri-lankaise, donc un truc, tu peux en trouver 10 000 des comme ça. Simplement ils avaient un truc amusant, c'était que à chaque fois qu'ils présentaient un plat, ils le mettaient toujours dans une assiette jaune et donc ça faisait un code couleur et le truc cartonnait quoi. C'était une fille en Malaisie qui m'avait montré ça, qui m'avait dit tiens regarde ce truc, ça cartonne machin, The Yellow Plate machin. Ils avaient je sais pas combien de millions d'abonnés, simplement parce qu'ils avaient trouvé un angle un petit peu original. Et puis la deuxième chose, c'est de se cibler. Et comment on se cible? C'est-à-dire qu'on va prendre nos thématiques et on va prendre une sous-catégorie de nos thématiques. Et ce qui peut être amusant, c'est d'aller chercher une sous-catégorie qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans cette thématique. Je pense notamment à un gars que j'avais coaché il y a quelques années, il était dans la musculation. Puis on avait essayé de trouver, tu vois, il était juste dans la musculation, ce qui est une thématique très large, en effet extrêmement concurrentielle. Donc on s'était dit, on va essayer de trouver un angle original. Et puis on en était arrivé à quelque chose du style la musculation pour les geeks, la musculation pour les gens qui sont pas caractérisés, qui sont pas connus pour faire spécialement beaucoup de musculation, la musculation pour les intellos, je crois, on avait trouvé un truc un peu comme ça, et on avait lancé, et ça avait commencé à bien marcher, et puis finalement il a décidé de changer de thématique, et c'est marrant parce que quelques années après, j'ai découvert qu'il y avait un site comme ça qui cartonnait aux US, qui s'appelait Nerd Fitness, donc textuellement fitness pour les geeks, tu vois, Nerd Fitness, qui cartonne justement, et c'est la musculation appliquée aux gens qui sont pas des accros à la testostérone et à la salle, mais des gens qui aiment bien, qui sont un peu smart, qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien la logique, qui aiment bien les maths, et on va essayer de créer des programmes qui vont parler à ces gens-là. Donc ça, c'est une façon aussi géniale d'attaquer une thématique qui est ultra concurrentielle tout en étant différent, tout en étant original. Et puis la deuxième chose, c'est donc d'être meilleur, et j'ai envie de te dire, même ça, ne surestime pas la compétence des gens. Ça, c'est un des gros problèmes aussi quand on se lance, c'est qu'on voit quelques personnes, ils nous paraissent géniaux, et on se dit jamais j'arriverai à faire ça. Mais on est tous humains. Le masque qu'on montre sur le web, c'est rien d'autre qu'un masque. Tu vois, on essaie de se donner confiance, on essaie de montrer qu'on sait tout, qu'on contrôle tout. Mais c'est n'importe quoi. Tu vois, la plupart des gens qui réussissent dans leur thématique sont là un peu par hasard. Tu vois, ils ont bossé, ils sont allés dans un truc, ils ont testé plusieurs trucs et puis hop, d'un coup ça a marché quoi. En vrai, ils comprennent pas vraiment pourquoi. Et j'en fais partie. Tu vois, on sait pas vraiment pourquoi ça a marché. On se dit bon bah tiens, on essaie de théoriser tout ça après coup. Mais faut pas non plus surestimer la compétence des gens quoi, surtout en France. Aux États-Unis, il y a tellement de gens dans ce business là qu'il y a des gens qui sont vraiment excellents dans presque toutes les thématiques. Mais même, tu vois, même ça, on peut viser l'excellence et on peut progresser quoi. C'est ça aussi moi que je t'incite à faire. Mais en France, franchement, il y a plein de thématiques où c'est vide, ou alors où il y a que des escrocs, ou alors où il y a personne d'intéressant quoi. C'est pas compliqué. Donc tu vas trouver ces thématiques là et tu vas dire ok, ces mecs là, bon bah ils se défendent et ça marche parce qu'il y a personne d'autre, tu vois. Mais si moi j'arrive et que je fais mieux qu'eux, ça peut aussi être une ambition. Je veux dire, t'as l'air jeune, tu vois, tu fais partie de la nouvelle génération. Cette nouvelle génération, elle va exploser l'ancienne parce que elle a mieux compris les codes des réseaux sociaux. Elle est plus intéressée que jamais dans le business. Elle sait comment ça marche. Elle veut des raccourcis. Et cette nouvelle génération, elle va exploser l'ancienne. Et puis moi, un jour, bah, je me ferai exploser par la nouvelle génération. C'est comme ça que la vie fonctionne, tu vois. Le jeune efface le vieux, quoi. C'est la vie. Et il faut pas avoir peur de se lancer sous prétexte que les mecs ont 10 ans d'expérience. Les mecs, ils ont 10 ans d'expérience, mais ils commencent à être complètement blasés, ils savent plus du tout ce que veulent, tu vois, ils sont tellement experts dans leur truc qu'ils ne savent plus à quels problèmes sont confrontés les débutants, ils ont plus l'enthousiasme des débuts. T'as plein d'avantages par rapport à un mec qui a 10 ans d'expérience. Donc n'aie pas peur non plus de ce truc-là, tu peux essayer de viser le meilleur, ça peut être un super challenge. Ensuite, j'ai une question de Stéphanie. Salut Antoine, moi c'est Stéphanie. J'ai une petite question pour toi concernant tout ce qu'il y a autour de la création de contenu. Je crée du contenu audio et vidéo, donc podcast et vidéo YouTube. Et pour moi, tout ce qui est blog, site internet est vraiment un vrai calvaire. Donc je voulais savoir si tu pensais que c'était indispensable pour avoir je ne pense pas. Son business en ligne et interagir avec son audience, ou si c'est quelque chose dont on peut se passer. Et petite question en plus, toi tu as un site qui est vraiment très épuré, très simple. Par quelle plateforme passes-tu via ce site ? D'avance, merci de ta réponse et continue ce que tu fais parce que c'est super. Ciao. Salut Stéphanie, je suis content que tu me poses cette question. Parce que la technique est souvent l'excuse numéro 1 pour pas créer de contenu. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui créent un contenu par semaine
et qui bossent 15 heures par jour, pour moi ça a toujours été un grand mystère, et souvent c'est parce que ces gens-là sont rentrés dans une sorte de cercle technique où ils passent leur journée à travailler leur CSS et à travailler les détails de leur site web au lieu de faire ce que leur demandent leurs clients, c'est-à-dire de faire du contenu. Si toi t'as envie de devenir créatrice de contenu, Stéphanie, t'as pas besoin de site web, t'as pas besoin de blog. Alors ça peut être une façon de créer du contenu, de faire un blog, je dis pas que le blog est mort, ça peut toujours fonctionner aujourd'hui, mais c'est pas indispensable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide de se faire connaître via YouTube par exemple. Il y a aussi d'autres plateformes qui cartonnent comme Instagram. Ce serait dommage de rester bloqué sur un blog et de galérer avec la technique si toi, là où dans laquelle tu peux apporter plus de valeur, c'est justement dans le contenu. Donc apporte ce contenu là où tu peux l'apporter. Ensuite tu me demandes quelle plateforme moi j'utilise pour mon blog à moi. Alors tu vois, moi pareil, mon blog il me sert à rien, tu vois, c'est juste pour avoir quelque chose, c'est juste pour que quand les gens tapent Antoine BM sur Google, ils tombent sur quelque chose, mais il y a rien sur mon blog, tu vois, il y a juste mes podcasts qui sont repostés automatiquement, il y a une petite page d'accueil avec quelques mots sur moi, mais ça s'arrête là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé WordPress. WordPress c'est un CMS, donc c'est un logiciel qui permet de créer du contenu et de le publier en ligne. J'ai acheté un nom de domaine, antoinebm.com, j'ai installé WordPress dessus. Et puis j'ai installé un thème qui est tout simple, j'ai bidouillé un petit peu le thème parce que à l'époque j'ai appris, tu vois, quand on faisait que des blogs on était obligé d'apprendre ça, donc j'ai bidouillé un petit peu le thème pour le rendre un petit peu comme j'avais envie qu'il soit. Mais encore une fois, t'as pas besoin de ça, tu peux faire aussi simplement avec un site comme Squarespace, tu vois, tu peux créer un truc super facilement avec du glisser-déposer. Le problème aujourd'hui, c'est plus la technique, puisque n'importe qui peut faire quelque chose de joli, tu vois. Et puis même si tu peux pas le faire, tu peux payer quelqu'un pour le faire à ta place. Donc le problème, c'est pas ça. Les gens, ils vont pas te lire parce que ton site est joli. Les gens, ils vont te lire parce que c'est intéressant. Donc si t'écris par exemple très très bien, mais tu sais pas faire un blog, fais un blog sur Medium, fais un blog sur Squarespace, t'embête pas forcément, ou sur WordPress.com, tu vois. Mais va pas forcément t'embêter à installer un CMS sur un hébergeur, quoi. Ça c'est réservé aux gens qui ont du temps à perdre, et j'en fais partie. Je t'assure, c'est pour ça que je l'ai fait, mais c'est pas nécessaire. Si ta priorité c'est le contenu, c'est la valeur que tu peux apporter aux gens, c'est ton business, c'est les produits que tu vas vendre, et attention à pas tomber dans ce piège de oh là là, la technique ça prend du temps, du coup je vais passer mes journées à faire ça et je vais en oublier ce qui compte dans mon business. Question de Lise. Hello Antoine, c'est Lise. Que penses-tu de la traduction de contenu anglophone pour les non anglophones du coup, et de l'améliorer pour les Français, et donc du coup si tu penses que c'est une bonne idée, comment t'y prendrais-tu pour faire ça? Alors juste petite update, c'est que je suis dans la thématique du handicap, et du coup il y a plus de choses en anglophone qu'en francophone. Voilà, donc merci pour ta réponse. Ok, alors salut Lise. Déjà, s'il y a pas grand chose en francophone, c'est sûrement qu'il y a des choses à faire, donc c'est bien que tu sois sur cette thématique. Maintenant, traduire du contenu anglophone, ça peut être intéressant, mais il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est que déjà, ce contenu ne t'appartiendra jamais. Si tu fais de la traduction, le contenu appartient toujours à l'auteur qui a fait la création originale, donc tu as besoin bien sûr de son accord. Et ensuite, ce contenu ne t'appartient pas, donc tu peux pas le vendre et garder les bénéfices, tu peux pas l'utiliser pour faire ce que tu veux, c'est très restrictif. Et puis surtout, tu seras rien d'autre que la traductrice, c'est-à-dire que tu as sûrement déjà lu un bouquin américain traduit en français. Tu te dis pas putain, ce traducteur il est génial. Non, tu te dis putain, cet auteur il est génial. Et finalement, la seule personne qu'on retient, c'est pas le traducteur, c'est l'auteur. Le mec qui fait les sous-titres de Friends, on va pas se dire putain, Friends c'est génial parce que le mec qui fait les sous-titres est excellent. Non, on va dire Friends c'est génial parce que Friends c'est génial. Parce que l'auteur, parce que le mec qui a créé la série, parce que le groupe d'auteurs qui fait les blagues sont bons, pas parce que le traducteur est bon. Donc le problème des traducteurs, c'est que tu es qu'un messager, mais tu n'es pas le créateur du message, la créatrice du message. Donc moi, ce que je t'inviterais plutôt à faire, tu vois, alors bien sûr tu peux te faire les dents, commencer par traduire du contenu anglophone, pourquoi pas, mais moi ce que je t'inviterais surtout à faire, c'est de t'inspirer du contenu anglo-saxon, parce qu'il y a toujours, tu vois, mathématiquement, comme il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais que de gens qui parlent français, il y a mathématiquement plus de contenu anglophone sur internet et dans les bouquins que de contenu francophone. Donc l'idée, et c'est ce que font beaucoup de gens d'ailleurs qui réussissent dans leur thématique, et même sur YouTube, tu vois, les youtubeurs qui viennent avec un concept génial, en France, c'est rarement des mecs qui ont inventé le concept. C'est parfois le cas, tu vois, je pense à Pierre Cross qui est excellent justement, qui souvent invente ses propres concepts, mais c'est pas toujours le cas. La plupart des youtubeurs se contentent de traduire, tu vois, de copier des concepts américains et de les mettre à la sauce française. Donc c'est une très bonne manière d'arriver avec des idées que les gens ne connaissent pas dans ton pays, c'est une très bonne manière
de chambouler un peu le truc, de créer vraiment une audience à toi, mais l'idée c'est pas de copier-coller ce que font les Américains, ça va être plutôt de s'inspirer de ce qu'ils font, de reprendre les grands principes, de reprendre les grandes idées et de le faire à la sauce française. Faut aussi comprendre que la traduction, c'est pas seulement traduire les mots, c'est aussi traduire la culture. Une culture, ça se traduit. La culture anglo-saxonne, c'est pas pareil que la culture française. Ça dépend des thématiques, mais je sais que dans ma thématique, surtout dans les thématiques un peu sensibles, peut-être que c'est le cas avec ta thématique aussi, je sais pas comment on gère ta thématique aux États-Unis par exemple, mais moi dans ma thématique par exemple le marketing, c'est pas la même chose, tu vois. Un titre accrocheur dans le marketing aux États-Unis, ça va être comment j'ai gagné 250 000 euros en 3 mois avec cette petite technique issue de je sais pas, tu vois, ça va être des trucs ultra agressifs. Si tu traduis ça en français, on va directement te prendre pour un escroc. Alors il y a des mecs qui le font quand même, tu vois, sur YouTube, et ça marche visiblement, mais bon, ça marche que avec les gens qui les suivent, mais les gens qui les suivent pas les prennent tous pour des escrocs, ces mecs là, et à mon avis pas complètement à tort. Mais en face, voilà, il faut savoir traduire les choses, tu vois. Par exemple, je vais donner un exemple tout simple, ma dernière formation là, qui est d'ailleurs disponible jusqu'à ce soir, un tarif de lancement. Le titre c'est, alors d'habitude je mets rarement des sommes, mais là l'objectif c'était vraiment d'être précis. Le titre c'est comment gagner 1000 à 3000 euros par mois avec un side business, avec un business secondaire, en complément de revenus si tu veux. Bon, 1000 à 3000 euros par mois, c'est bien, tu vois, évidemment, on va pas se mentir, mais je sais qu'avec cette méthode-là, si tu l'appliques vraiment, si tu le fais à fond et le maximum que tu peux avoir, c'est pas 3000, tu vois, c'est 10 000, c'est 20 000, enfin tu peux vraiment avoir des résultats exceptionnels, mais je vais pas communiquer là-dessus, je vais pas faire un titre comme ça, parce que direct, les gens écouteraient même pas le podcast, tu vois, ils me diraient ok, bon c'est un escroc, laisse tomber, je vais même pas voir. Alors quand tu dis 1000 à 3000, déjà c'est plus raisonnable, tu vois, et j'aurais même pu être encore plus raisonnable, j'aurais pu dire 500 à 1500, bon tu vois, l'idée c'est de garder des limites en sachant à qui tu parles. Les Français sont par nature, et c'est pas forcément une mauvaise chose, les Américains ont peut-être l'excès inverse, c'est que les Français sont très méfiants. Les Américains sont peut-être un peu, tu vois, trop crédules et trop joyeux, tu vois. Les Français sont très méfiants. Et les Français, contrairement aux Américains, n'aiment pas l'extrême. Les Français aiment bien ce qu'ils connaissent, tu vois. Ils aiment pas trop la différence, les choses très, tu vois. Ils aiment bien les choses qu'ils connaissent bien, les choses confortables, les choses qui leur parlent. Alors que les Américains, au contraire, aiment bien être toujours dans les excès, tu vois, les grosses bagnoles, tout est gigantesque, tout est géant, parce que les Américains aiment bien ça. Nous, les Français, on aime bien quand c'est plus modéré, plus petit, plus central. Et donc, on va davantage créer du contenu dans ce sens-là. Donc voilà, le conseil que je peux te donner, c'est, au lieu de traduire bêtement, mot à mot, du contenu américain que pourrait faire n'importe quel traducteur ou n'importe quelle traductrice, ce que tu vas faire, c'est que tu vas peut-être plutôt t'inspirer de ce contenu-là et le faire à ta sauce, tu vois, avec tes arguments à toi, avec ce que tu as dans la tête, et pour bien sûr un contenu français. Question ensuite de Yeza. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Je voulais d'abord te remercier pour tes formations. J'en ai suivi avec une amie et ça m'a permis de lancer mon premier épisode de podcast et également ma formation. Donc j'espère que ça va bien se passer pour moi. J'avais 2 questions. La première, c'est de savoir si la fréquence de mes newsletters est trop élevée. J'ai quelques désabonnements, j'en ai d'autres en retour, mais j'aimerais savoir si publier par exemple 4 newsletters par semaine, c'est quelque chose qui est trop élevé ou pas. Et la deuxième question, c'est, je voulais avoir ton avis par rapport à une stratégie de publication de livres, une stratégie d'auto-promotion de livres. Je voulais savoir qu'est-ce que tu ferais pour promouvoir la parution d'un livre édité notamment sur Amazon. Voilà, bonne journée à toi. Alors, déjà la fréquence, est-ce que 4 newsletters par semaine c'est trop élevé ? Pour moi, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est que des promotions super agressives, oui, c'est trop élevé. Si dans chaque email t'apporte de la valeur, non, c'est pas trop élevé. L'important, c'est que les gens sachent à quoi s'attendre à l'avance. C'est-à-dire que quand les gens s'abonnent à tes mails, il faut qu'ils aient envie de recevoir des mails. S'ils s'abonnent à tes mails pour recevoir un PDF ou un autre truc et que d'un coup ils se mettent à recevoir plein de mails chaque semaine, ils vont paniquer, ils vont se désinscrire. Donc l'idée, c'est que quand les gens s'abonnent, tu leur dis vous allez recevoir au moins 4 emails chaque semaine et dans ces emails, tu vas apporter un maximum de valeur pour que les gens ne soient plus en train de se dire oh là là, elle m'envoie trop de mails, mais qu'ils se disent yes, encore un nouveau mail, je vais apprendre des choses. C'est comme la question de est-ce qu'il faut faire du contenu le plus court possible ? Moi, je pense pas, parce que si tu fais du contenu super court, c'est que les gens ils se font chier devant ton contenu et qu'ils ont pas envie que ça dure trop longtemps. Quand t'es passionné par ce que raconte un gars, t'as pas envie qu'il te parle pendant 5 minutes, t'as envie qu'il te parle pendant une demi-heure, pendant 1 heure. Donc la longueur du contenu, il y a pas de bonne ou de mauvaise longueur, il y a simplement est-ce que le contenu est suffisamment intéressant pour se permettre d'être long ? Là, c'est pareil avec tes mails, est-ce qu'ils apportent suffisamment de valeur pour se permettre d'être fréquents ? Ta deuxième question, c'était sur la promotion d'un livre. Alors moi, j'ai jamais
jamais lancé de livre, donc je suis pas le mieux placé pour te répondre. Je t'invite à aller écouter, je fais pas souvent la pub des autres, mais là c'était vraiment bon. Je t'invite à aller écouter l'interview d'Olivier Roland dans le podcast de Stan Leloup, Marketing Mania. D'ailleurs, je te recommande vraiment ce podcast, il y a toujours des interviews intéressantes, surtout en ce moment. Et Olivier Roland a lancé un livre et il donnait un conseil que j'ai trouvé très bon. C'est que quand il a lancé son livre, il a incité les gens à aller l'acheter en librairie. Il a dit aux gens, voilà, si vous l'achetez en librairie, vous m'envoyez la photo du ticket de caisse et je vous offre une formation. Donc il avait une incentive claire pour motiver les gens à acheter le bouquin en librairie. Alors pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a bien compris que, et c'est ce qu'il explique dans le podcast, que c'était les libraires qui faisaient la pub de ton bouquin. C'est-à-dire que c'est les libraires, quand les libraires voient qu'un bouquin se vend bien, ils vont le mettre en tête de gondole, ils vont le mettre en vitrine, ils vont le recommander à leurs clients. Pour eux, c'est inespéré, c'est rare, donc ils vont vraiment faire la promotion de ton bouquin. Donc ça, c'est un premier truc, mais bien sûr, c'est si ton bouquin sort en papier et sort dans les librairies. Si tu sors un bouquin seulement sur Amazon, pour moi, il y a plusieurs choses qui vont être très importantes. La première chose, ça va être les avis clients. On se base énormément sur les avis clients quand on achète sur Amazon, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, quand on achète dans une boutique où il n'y a pas d'avis clients. Donc, tu vas inciter les gens, cette fois-ci, à laisser des avis. Alors, je sais pas si c'est autorisé dans les règles d'Amazon ou pas, il faut se renseigner, parfois c'est interdit. Est-ce que tu peux, par exemple, motiver les gens à laisser un avis, en échange leur offrir quelque chose, tu vois, un petit bon de réduction, une formation, peu importe ce que c'est, ou simplement demander, tu vois. Alors si c'est interdit d'offrir quelque chose, c'est probablement le cas, tu peux simplement demander aux gens de laisser un avis, tu peux même le demander dans le livre. Par exemple, si c'est un e-book, rien ne t'empêche à la fin de l'e-book de faire un appel à l'action simple en disant si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Amazon. Les gens n'y pensent pas forcément, si tu le demandes, ça peut avoir son efficacité. Et puis, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, bien sûr, c'est d'avoir une vraie stratégie de contenu à côté, c'est-à-dire d'avoir déjà une audience au moment où tu lances ton livre, parce que il suffit pas de lancer un livre pour que les gens te trouvent, tu vois, ça marche pas comme ça. Il faut avoir déjà une audience à la base. Les livres qui se vendent bien, c'est les livres des auteurs qui ont déjà fait des best-sellers, donc qui ont déjà une audience, ou alors les livres des politiciens ou des gens qui sont médiatisés et donc qui ont déjà une audience aussi. Donc fais des vidéos sur YouTube où tu vas traiter de sujets qui sont proches de ceux de ton livre, et à la fin de chaque vidéo, de chaque truc, tu vas faire un appel à l'action pour dire aux gens, voilà, j'ai fait un bouquin, si vous voulez aller plus loin. Ça, c'est une super stratégie. Et puis la dernière stratégie à laquelle je pense, c'est d'envoyer ton bouquin à un maximum de personnes, d'offrir ton bouquin à tout le monde, tu vois, à tous tes potes, les youtubeurs que tu connais, les gens, tu vois, tout le monde, tu leur offres ton bouquin, et puis il y a des gens qui vont le trouver bien, qui vont vouloir le partager, le bouche à oreille va s'activer. Ton bouquin, c'est un peu comme une carte de visite améliorée, tu vois. Quand tu vas dans un salon, il y a tout le monde qui te refile sa carte de visite, elle finit à la poubelle, on va pas se mentir. Mais par contre, si un mec te file son bouquin, il va pas finir à la poubelle, simplement parce qu'on n'a pas envie, tu vois, ça se fait pas de jeter un bouquin. Du coup, il va finir sur l'étagère de la personne, et la personne va garder ton bouquin pendant des mois sur son étagère, puis un jour elle va dire tiens, si je lisais, ou alors elle va avoir un ami qui va venir chez elle, qui va repérer le bouquin, qui va dire tiens, c'est rigolo et tout. Donc l'idée, c'est de filer ce bouquin un peu comme une carte de visite à un maximum de gens, même si ça coûte un petit peu d'argent, c'est quelque chose qui peut avoir un retour sur investissement très rapide. Il me reste 2 questions. Question de Kevin. Bonjour Antoine, c'est Kevin, et je voudrais te poser 3 questions. Les 2 premières sont sur l'argumentaire de vente. Dans un lancement de produit, tu sors la vidéo de vente, ce qui est logique, tu me diras. Mais j'ai remarqué qu'après un lancement, tu sors d'autres vidéos, par exemple d'astuces, sur le même sujet que ton lancement, et que tu réinvites les auditeurs à s'inscrire à ton programme. Et la première question, c'est, as-tu un plan de vente spécial dans ces mini-vidéos? Et lequel? Je pense qu'il est beaucoup plus court que la vidéo de vente. La 3e question, c'est, fais-tu du contenu ou dis-tu des choses pour éduquer ton audience en amont d'un lancement? Par exemple, sur un sujet précis de formation qui arrivera dans une semaine, 2 semaines. Un processus que tu fais à chaque fois. Ok, alors bonjour Kevin, je passerai pas ta 3e, je précise qu'il y avait une 3e question, je la passerai pas parce qu'elle fait encore plus d'1 minute, donc ça va faire vraiment trop long. Là tu as déjà 2 questions. Alors l'idée pour moi, ça va être de planter une graine et de l'arroser chaque jour. Alors la question que tu me poses, c'est, pour résumer, c'est en gros, tu as remarqué que quand j'avais un produit à vendre, je faisais l'argumentaire de vente en podcast, et puis ensuite je publiais 2 ou 3 autres podcasts qui avaient un rapport avec la thématique de ce produit et qui faisaient un appel à l'action à chaque fois vers le produit. L'idée, c'est difficile de vendre un produit en un jour. C'est facile quand il y a des gens qui te connaissent bien, qui te suivent depuis longtemps. Mais quand le produit est basé sur une toute nouvelle idée, quelque chose qui parle pas forcément encore aux gens, il va falloir laisser un petit peu de
temps. C'est un peu comme planter une graine et l'arroser chaque jour jusqu'à ce qu'elle germe, jusqu'à ce que le client, jusqu'à atteindre le point finalement, le point de shifting où le client se passe à l'action, où il se dit ok c'est bon, maintenant j'achète. Là ça a été suffisamment long. Et parfois c'est même pas une question de donner plus d'arguments, parfois c'est juste une question de laisser plus de temps au client. Et les podcasts servent juste à rappeler à la personne que le produit existe. C'est-à-dire que, tu vois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je sais pas, il y a un nouveau produit qui sort, par exemple le dernier iPhone et tout, et t'es séduit, tu vois. Le premier jour, tu le vois, tu dis waouh, c'est sympa quand même. Mais tu prends pas la commande le jour même, parce que tu dis non, c'est pas raisonnable, j'en ai pas vraiment besoin, etc. Et puis le lendemain, je sais pas, tu vois un pote qui l'a commandé, qui est super enthousiaste, super content, etc. Donc ça continue à travailler un peu dans ta tête. Et puis le surlendemain, tu commences à t'imaginer, et tu te dis, putain, si j'avais ce nouvel iPhone, quand même, je travaillerais beaucoup plus vite. Tu essaies de rationaliser un peu la décision. Et puis c'est bon, tu passes le point de shift et tu l'achètes. La décision, tu l'as pas pris à la seconde où le mec t'a présenté l'iPhone. La décision, tu l'as pris 2 ou 3 jours plus tard. Et entre ces 3 jours, il s'est pas forcément passé beaucoup de choses. Tu vois, l'argumentaire de vente, il était fini. Simplement, on t'a laissé le temps de réfléchir et de prendre ta décision. Donc c'est un peu à ça que ça sert. L'idée, c'est de faire des semaines thématiques. Quand tu lances un produit, tu vas pas seulement parler du produit le mardi et puis ensuite changer complètement de sujet et plus du tout en parler. L'idée, c'est de laisser à la personne le temps d'être séduit par ton produit, de laisser à la personne le temps d'être convaincu, de laisser à la personne le temps de se dire bah tiens c'est peut-être pour moi, peut-être que ça m'intéresse, et pour ça tu vas continuer à parler bien sûr de cette thématique, et puis ça peut permettre aussi de trouver un angle auquel tu n'avais pas pensé avant. C'est-à-dire que ta page de vente, tu vas utiliser un angle pour vendre le produit. Tu vas trouver, ok, quelle est la feature, le bénéfice numéro 1 de mon produit, et c'est ce que je vais utiliser pour le vendre. Mais si ça se trouve, ce bénéfice-là, ça va parler à une partie de ton audience qui vont l'acheter, mais pas à l'autre partie de ton audience. Et ce sera un autre bénéfice qui va plaire, qui va séduire cette autre partie de ton audience. Et cet autre bénéfice, au lieu de l'oublier, de le laisser tomber, au lieu de le concentrer en plus dans ta page de vente, tu vas le lâcher pendant les jours qui viennent. Tu vas lâcher d'autres bénéfices, des choses que tu n'avais pas dit avant, et qui vont être peut-être juste la goutte d'eau qui manque aux gens pour prendre la décision d'achat. Ensuite, tu me demandes si c'est basé sur un mini plan de vente. Moi, tous mes contenus sont basés à peu près là-dessus. C'est un modèle AIDA, donc c'est la base AIDA. C'est un modèle qui est suivi par énormément de créateurs de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention, intérêt, désir, action. Et comment je fais ça de manière un peu plus précise? Je vais commencer par attirer l'attention, peut-être par une phrase choc, par un slogan, par une petite histoire, par un truc que je vais raconter. Ensuite, je vais parler des problèmes de la personne en face. Je vais détailler ses problèmes. Je vais essayer de me mettre à sa place, de comprendre d'où vient la douleur qu'elle peut ressentir aujourd'hui. Ça va attirer ça va faire éveiller son intérêt. Ensuite, je vais mettre en place la théorie, c'est-à-dire que je vais dire pourquoi la solution pour moi à ce problème-là, elle est là. Donc je vais dire qu'est-ce qu'il faut faire, la théorie. Ensuite, donc ça commence à créer du désir. Ensuite, je vais utiliser une image, tu vois, quelque chose, une métaphore, une histoire, une comparaison, un exercice que la personne doit faire de manière à rendre la théorie la plus visuelle, la plus concrète possible. Et ensuite, on passe à l'action, donc avec un appel à l'action simple vers le produit qui vient de sortir. L'objectif, c'est en quelque sorte d'éduquer ton audience, même si je suis pas fan de ce mot, d'éduquer ton audience, c'est-à-dire de lui donner les éléments qui vont lui permettre de prendre la décision d'achat de ton produit. C'est à toi de lui donner ces éléments, tu vois, la personne ne va pas forcément les trouver tout seul. Ensuite, j'ai une dernière question de Haïdar qui va me permettre de faire une belle transition. C'est parti. Salut Antoine, je viens de regarder une de tes anciennes vidéos où tu parles de tes 36 heures de jeûne. Elle date un petit peu et je suis m'intéressé à tout ça en ce moment, le jeûne, notamment la Warrior Diet. J'aurais voulu savoir si tu as pu retenter l'expérience, refaire un jeûne plus long, où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent ou la Warrior Diet? Et puis dans la vidéo tu cites aussi Thierry Casanova. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et je sais qu'il est assez controversé, beaucoup considèrent que c'est un esprit de temps. J'aurais aimé avoir ton opinion là-dessus. Merci. Salut Haïdar, je suis content que tu me poses cette question. C'est assez amusant en fait, je vais t'expliquer pourquoi à la fin, ça tombe vraiment bien. Simplement sur le jeûne intermittent, la Warrior Diet, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé. J'ai fait le jeûne intermittent pendant à peu près 6 mois, c'est-à-dire que je mangeais pas avant 14-15 heures, pas de petit-déj, pas de déjeuner, je mangeais à partir de 14-15 heures, je me faisais un gros smoothie et ensuite le soir je me faisais un gros dîner. Donc l'idée c'est pas de manger moins, il n'y a aucune restriction calorique, c'est simplement de concentrer les calories sur une partie de la journée de manière à étendre son jeûne du matin. Il faut savoir que le matin quand tu te réveilles, tu es en jeûne, c'est pour ça que le premier repas, on l'appelle ça le déjeuner, tu vois, ou le petit déjeuner, ça veut dire techniquement ça
veut dire étymologiquement, ça veut dire déjeûner, donc couper le jeûne. Donc l'idée, ça va être de poursuivre le jeûne. Simplement, je me suis rendu compte quand même après 6 mois que je suis un gros... Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime manger le matin. C'est vrai que j'ai besoin de bouffer pour avoir de l'énergie et j'ai du mal à être vraiment réveillé tant que j'ai pas mangé le matin. Donc j'ai recommencé à manger le matin, je me fais mon smoothie. Je continue à ne pas prendre de déjeuner. De toute façon, je me fais un smoothie assez calorique avec des noix et tout, donc j'ai pas faim le midi et je me fais un gros dîner le soir. Donc ça va pas tellement changer, tu vois, je me fais que 2 repas par jour. Alors juste avant de te parler du jeûne, je voudrais te parler de Thierry. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Tu vois, moi, je suis passionné par les gens qui ont une compétence, qui se distinguent, qui sont remarquables. Remarquables, ça veut pas dire que ce sont des gens, tu vois, qui ont changé le monde. Ça veut juste dire que c'est des gens qui, par rapport aux autres gens de leur domaine, se font remarquer. Ça veut rien dire d'autre que ça. Donc pour moi, Thierry Casasnovas, donc c'est un mec sur YouTube qui parle d'alimentation, qui parle de crudivorisme, de jeûne, de choses qui peuvent paraître assez extrêmes pour beaucoup de gens, et ce gars-là est considéré comme un gourou par plein de gens. Tu vois, il y a des articles qui sont sortis dans la presse sur Rue 89 en mode le gourou machin, il y a même des vidéos YouTube qui sont sorties pour le casser. Ce gars-là, il a toujours tenu debout. Moi, je l'aime bien parce que déjà il a du panache. Moi, j'adore les gens qui ont du panache, et je pense que dans une société complètement castratrice qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que quelqu'un essaie de dire un truc qui sort un peu du moule, on va lui taper dessus. Moi, j'ai d'autant plus d'admiration pour les gens qui ont du panache. On parlait d'Oussama Hamar il y a pas très longtemps, qui s'était fait pareil attaquer en justice pour des fausses factures, pour des trucs, des petites magouilles, tu vois. C'est un gars que j'adore parce qu'il a un panache incroyable et il dit ce qu'il pense, il affirme des trucs, c'est un barbare, tu vois. C'est un gars, voilà, j'aime ce genre de type. Bon, après, on aime, on n'aime pas, tu vois, mais si tu le suis, t'aimes bien, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est ce que j'appelle le panache. Thierry, là aussi, c'est-à-dire qu'il se fout éperdument de ce qu'on peut raconter de lui. Il se fout éperdument de ce que la presse raconte de lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire passer son message coûte que coûte. Il fait ça extrêmement bien. Je trouve qu'il a du courage aussi. C'est plus facile, tu vois, de rentrer dans l'ordre de ce que dit tout le monde. C'est plus facile d'être médecin que d'être Thierry Casasnovas, parce que médecin, tout le monde te respecte, tu vois. Rien que docteur dans ton nom, tu vois, c'est déjà un truc, une marque de respect. Quand t'es youtubeur, ancien boulanger, personne te respecte. Donc il y a du courage. Il se bat contre les lobbies les plus puissants, tu vois, les lobbies agroalimentaires, les lobbies pharmaceutiques, qui sont des lobbies absolument énormes. Il se bat aussi contre les gens les plus respectés, qui sont les médecins. Alors je pense qu'il a rien contre les médecins, mais simplement il va te dire la vérité, c'est-à-dire que les médecins sont incompétents dans tout ce qui est alimentation et prévention des maladies. Enfin, moi je suis très content qu'il y ait des médecins. Le jour où j'ai une opération chirurgicale à faire, j'aurais pas envie que ce soit Thierry qui me la fasse, tu vois. Heureusement qu'il y a des médecins, ils ont une compétence extraordinaire. Simplement, je pense qu'il devrait davantage passer de temps sur la nutrition. Je crois qu'un médecin passe un truc du style 15 heures, il a un truc en 10 ans d'études, il a peut-être 15 heures sur la nutrition, enfin c'est rien du tout, comme si c'était pas important, alors qu'on sait aujourd'hui, c'est assez admis, tout le monde sait aujourd'hui que la nutrition c'est un des domaines les plus importants pour vivre vieux et pour éviter d'avoir des maladies, et les médecins, tu vois, c'est pas clair encore, il y a énormément de... Pourquoi Thierry fonctionne si bien? Parce que la médecine ne marche pas dans ce domaine-là. Parce que t'as 15 médecins différents qui vont te sortir 15 bouquins différents qui vont dire des choses exactement contraires. Il y a le gars qui va dire qu'il faut manger que de la viande, il y a le gars qui va dire qu'il faut à tout prix être végétarien, il y a le gars qui va dire qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour, l'autre qui va dire qu'il faut surtout pas toucher aux produits laitiers, l'autre qui va dire qu'il faut te faire des jus, l'autre des jeûnes, l'autre qu'il faut surtout pas faire de jeûne. Il y a tellement d'avis en fait contraires par des gens qui ont pourtant la même formation et qui sont censés être des gages d'autorité que ces gens-là en perdent automatiquement leur autorité. Et qui est-ce que tu vas voir quand le gage d'autorité a perdu son autorité? Quelqu'un qui est crédible. Et je trouve que Thierry est très crédible parce que il est compétent. C'est-à-dire que il se base sur énormément. Une vidéo, c'est pas juste lui qui prêche son truc, tu vois, c'est pas une messe, la vidéo. C'est genre, il a une pile de papiers dans la main qui sont des études, tu vois, d'organismes officiels, de PubMed et tout, des études dans lesquelles les médecins vont chercher eux-mêmes leurs informations, et il va te prouver grâce à ces études son truc. Il a un discours qui est parfaitement cohérent, qui change pas tous les ans, il surfe pas sur des modes, c'est-à-dire qu'il a un discours pareil qui tient depuis plusieurs années, même s'il a un petit peu adouci, même s'il a un petit peu modifié, ça reste le même discours depuis longtemps. Le mec a lui-même une transformation, c'est-à-dire il y a quelques années, il était au bord de la mort, il avait tout un tas de maladies, enfin il allait vraiment pas bien, et il a appliqué ses propres stratégies à lui-même, et on a tous vu sur YouTube, les gens qui le suivent depuis longtemps ont vu une transformation absolument remarquable, c'est-à-dire que le mec avait, tu vois, il lui manquait des dents, quoi, c'était vraiment, il avait une tête de mec qui allait mourir, et le gars aujourd'hui, il est radieux, tu vois, il a super bonne mine, et il est relativement, tu vois, il est pas tout jeune non plus, il a super bonne mine, il a l'air en super pêche, il a une énergie de dingue, il travaille comme un
fou. Donc il applique ce qu'il fait, tu vois. Moi je préfère croire un gars comme ça qui est en bonne santé, qui est énergique, qui travaille comme un dingue et qui tient debout, plutôt que ton gros médecin à moitié endormi qui t'écoute même pas parce qu'il est en digestion, tu vois. Moi ça m'intéresse pas. Moi j'aime bien les gens qui appliquent ce qu'ils disent, c'est quand même le minimum qu'on te demande. Et donc alors bien sûr il y a un danger. Alors et puis il y a le côté David contre Goliath, c'est-à-dire il est petit, il est pas tout seul, tu vois, il a une équipe avec lui, mais il est quand même petit par rapport aux gens contre qui il se bat, c'est-à-dire au lobby, aux énormes trucs, tu vois, la masse publicitaire industrielle, etc. Maintenant, pour moi, il y a un danger avec ce genre de personnes, c'est la déification, tu vois, c'est le prendre pour Dieu. Et moi, ça, je l'ai vu parce que je suis allé à un de ces séminaires. Et c'était vraiment le guérisseur, c'est-à-dire que lui, alors en plus c'était malgré lui, tu vois, parce que lui il arrêtait pas de dire mais attendez, mais arrêtez de me poser toutes ces questions, ça dépend, je connais pas votre cas particulier, il faudrait beaucoup plus de, tu vois, il faudrait que je m'attarde sur votre cas beaucoup plus longtemps, mais les gens, les meufs, hein, je pense notamment, tu vois, c'était des femmes souvent de leur soixantaine, étaient complètement débiles, tu vois, elles étaient là, ah, comment je fais, moi je fais caca rouge et moi je fais pipi bleu, comment je fais, et elles étaient là à balancer tous leurs symptômes dont on n'avait pas du tout envie de savoir, tu vois, juste pour avoir une réponse, parce que c'était en mode c'était leur magicien, quoi. Ils allaient penser que juste avec un mot ils allaient guérir tous leurs problèmes, alors qu'on sait bien que c'est plus compliqué que ça, et lui c'est le premier à le dire. Donc faut faire attention quand il y a des gens qui sont compétents, qui sont séduisants, ne pas les prendre pour Dieu. Ces gens-là ont des trucs intéressants à dire, ça veut pas dire qu'il faut tout faire comme eux. Je pense aussi à Jordan Peterson, tu vois, je t'en ai parlé, je sais pas si tu connais ou pas, c'est un docteur en psychologie aux États-Unis qui en ce moment est devenu une énorme star sur YouTube parce que ses conférences, c'est un gars très charismatique qui parle très bien, qui dit des choses en plus très intéressantes, qui est extrêmement compétent, et donc ces conférences en font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues sur YouTube, et tu vois dans les commentaires à chaque fois c'est ridicule, les gens ils sont là, ils feraient tout ce que, tu vois, Jordan Peterson leur dirait de prendre une seringue usagée dans la rue et de se la planter dans le torse, les mecs la feraient, ils se poseraient même pas la question. Je pense à une interview récemment où Jordan Peterson parlait de son régime actuel, tu vois, il disait qu'il avait été en dépression pendant très longtemps et qu'il avait décidé d'un coup de manger plus que de la viande et des légumes, et que ça avait été beaucoup mieux, qu'il avait même arrêté les légumes et qu'il bouffait plus que de la viande. C'est rien d'autre que de la viande et de l'eau toute la journée. Et il te dit, c'est génial, je me suis jamais senti en aussi bonne santé, j'ai jamais été aussi peu déprimé, jamais eu autant d'énergie, jamais travaillé aussi bien. Évidemment, parce que déjà il est en monodiète, donc il repose ses intestins. Ensuite, parce qu'il mange de la viande, dans la viande il y a l'adrénaline de la bête qui a été tuée qui t'arrive directement dans le sang, qui te donne de l'énergie immédiatement. Donc évidemment que si tu bouffes que de la viande pendant 2 mois, tu vas te sentir bien. Mais pendant 2 mois, au bout d'un moment, t'as tous les problèmes qui vont commencer à arriver. Tu vas avoir les carences, il faut manger des fruits et des légumes, tu vois, il y a plein de vitamines que tu retrouveras pas dans la viande. Tu vas avoir des carences, tu vas avoir tous les problèmes. On sait très bien aujourd'hui, ça a été prouvé maintes et maintes fois que la viande réduit, tu vois, que la surconsommation de viande réduit l'espérance de vie, que ça cause tout un tas de problèmes. Donc voilà, c'est simplement le problème, c'est que Jordan Peterson a tendance à balancer des bombes comme ça et à donner aucune instruction derrière. C'est-à-dire qu'il dit pas, il devrait dire à la fin, peut-être qu'il le dit dans l'interview, j'ai pas écouté toute l'interview non plus, mais ce que j'ai entendu, c'est que le mec disait que c'était génial, que ça avait changé sa vie et qu'il allait probablement continuer, mais à aucun moment il dit ça a marché pour moi à un instant T pendant seulement 2 mois, et avant de tester ça chez vous, posez-vous quand même quelques questions, tu vois. Il dit pas ça, et tu vois dans les commentaires et les gens ils sont tous là, ouais, je vais faire que ça, je vais bouffer plus que de la viande, ça va être génial. Et tu vois, pour moi c'est là que ça devient dangereux, c'est quand les gens sont là, et tu vois, il est en dehors de son domaine de compétences, il parle plus de psychologie, il est docteur en psychologie, il parle plus de psychologie, il parle de nutrition, donc c'est un domaine qui est quand même vraiment différent. Donc il est en dehors de son domaine de compétences, il dit des trucs qui sont quand même assez douteux, en tout cas que t'as le droit d'avoir du débat, t'as le droit de lancer un débat par rapport à ça, et les gens sont là en commentaire en mode c'est mon dieu, tout ce qu'il dit je vais le faire. Donc ça pour moi c'est le danger de ces gens-là, ces gens charismatiques et compétents, heureusement qu'ils sont là, tu vois, ils représentent quelque chose qui est super important, moi j'ai énormément d'admiration pour ces gens-là, mais il faut essayer de prendre le meilleur de ce que les gens ont à t'apporter. Donc le docteur en psychologie, tu vas prendre ses conseils psychologiques, Oussama Hamar, tu vas prendre ses conseils sur les startups, tu vas pas ses conseils sur la nutrition, comment il s'appelle, Thierry Casasnovas, tu vas prendre ses conseils sur la nutrition, pas ses conseils sur comment monter une boîte, même s'il a monté une boîte aussi assez successful, donc peut-être que ça pourrait être bon aussi, mais voilà, chacun, tu vas pas lui demander des conseils pour réparer ton ordinateur, quoi. Donc chaque personne qui a la compétence dans un domaine peut t'apporter du niveau de compétence, peut t'apporter des choses qui vont être utiles, mais ça veut pas dire que tout ce que vont dire ces gens-là sont extraordinaires, ça veut pas dire que ces gens-là sont des pères de famille extraordinaires, sont des maris extraordinaires, sont des hommes extraordinaires ou des femmes extraordinaires, ça veut pas dire ça veut juste dire qu'ils ont une compétence dans un domaine et que nous, la seule chose qu'on devrait faire en les écoutant, c'est prendre des idées dans ce domaine-là, mais c'est pas se dire c'est mon dieu, je vais tout faire comme lui. Donc ça pour moi c'est le danger avec ces gens-là. Et puis la dernière chose sur le jeûne, c'est marrant que tu me poses cette question, Haïdar, parce que justement je pars là lundi
Je pars lundi matin, je rentre vendredi soir à Étretat, donc tu vois, là, dans un petit coin tranquille au bord de la mer, avec un pote. On va se prendre un petit Airbnb et on va essayer de jeûner pendant 4 jours. Donc c'est mon objectif, c'est tenir 4 jours, donc pas manger pendant 4 jours. Voilà, c'est mon objectif, je vais tenter le coup et puis j'en parlerai un petit peu. Probablement, je ferai quelques petites stories sur Instagram, j'enverrai quelques mails là-dessus. Et on passe à la dernière chose qui est importante que je voulais t'annoncer dans ce podcast, c'est que j'arrête les podcasts. Alors évidemment, je peux pas te garantir que je vais jamais les reprendre, c'est juste un test, tu vois. Je fais un test, les mecs qui disent que je change de thématique comme de chemise, déjà je vous vois, et deuxièmement j'en ai rien à foutre, enfin tu vois, moi j'ai 24 ans, si je devais me poser, arrêter de prendre des risques et me faire chier, ma vie elle serait bien triste, tu vois. Donc j'ai 24 ans, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de tester des trucs, mon business consiste à tester des trucs, je serais qui pour vendre des formations si je testais pas moi-même ce que je disais, c'est le minimum. Donc je me suis bien amusé avec les vidéos, je me suis bien amusé avec les podcasts et aujourd'hui j'ai envie de m'amuser avec les mails. C'est-à-dire que j'ai envie d'arrêter de faire des podcasts et de faire des mails, mais pas n'importe quel mail, tu vois, pas des mails chiants. J'ai envie de faire des mails fun, des mails qui vont t'intéresser, des mails qui vont t'apporter de la valeur et j'ai envie de t'en envoyer un tous les jours. Donc à partir de maintenant, c'est ce que je vais faire. La seule façon de rester en contact avec moi et de continuer à écouter ce que je raconte, c'est de t'abonner à ma mail list. Donc j'ai mis un lien en description, c'est le premier lien ou le deuxième lien en description. Donc tu peux t'abonner tout de suite, c'est un mail par jour. Dans chacun des mails, ça va être un petit texte, un peu comme un article de blog, mais c'est pas des articles de blog, c'est vraiment des mails. Donc c'est un truc personnel que je t'envoie. Évidemment, j'envoie pas que à toi, mais l'idée c'est que t'as l'impression que je l'envoie qu'à toi. C'est quelque chose de personnel. Et dans ces mails-là, bien sûr, je continuerai à sortir des formations, à les proposer et tout, mais tout se passera dans les mails. Donc si tu as envie de continuer à me suivre, tu peux entrer, c'est la seule façon de continuer à me suivre, il faut entrer ton mail en dessous. Tu cliques sur le lien en dessous, ça va ouvrir une nouvelle page, tu peux entrer ton mail, et puis dès demain, je commencerai à envoyer les mails. Voilà, donc c'était une super aventure, j'ai adoré faire le podcast. En plus là, je suis assez content quand même de changer parce que j'ai vraiment envie de reprendre l'écrit. Moi l'écrit c'est quand même par là que j'ai commencé, j'adore ça, j'adore écrire. J'ai envie de me former un peu plus en copywriting, de devenir vraiment bon dans ce domaine-là parce que c'est aussi un domaine qui me fascine. Je pense qu'aujourd'hui il y en a de moins en moins et j'ai envie de faire partie des copywriters de cette génération. Et voilà. Donc tu peux t'inscrire tout de suite si tu as envie de continuer à me suivre. Moi je vais te laisser parce que on est déjà à 45 minutes et j'ai plus d'énergie. J'ai été ravi de faire ces podcasts avec toi. Merci à tous ceux qui ont posé des questions sur le répondeur. C'était génial, je trouve, cette interaction qu'on a eue. Peut-être que je ferai d'autres épisodes audio, peut-être ça fera partie d'une formule payante ou alors que je continuerai à faire des podcasts de manière, tu vois, par exemple hebdomadaire, par exemple un par semaine où je continuerai à répondre aux questions. Pour l'instant j'en sais rien, tout ça est en cours de rodage, on est en train de préparer ça avec Félix. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que si tu veux continuer à me suivre, il faut laisser ton mail en cliquant sur le lien en dessous. Et puis il y a la formation de la semaine qui augmente de tarif ce soir. Donc c'est pareil, c'est en dessous si tu as envie de voir ça avant que ça se termine. Allez, ciao. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.